En pré-clôture, parce que c'est pas vraiment la clôture, mais c'est un moment important. Vous avez compris que la communauté des entreprises à mission s'est beaucoup construite avec les chercheurs. Et donc, on a la chance d'avoir eu une ouverture avec Kevin. On va avoir une pré-clôture avec Blanche. Blanche, en 2 mots. Blanche donc est professeure en sciences de gestion à l'école des mines, directrice du centre de recherche en gestion. Depuis 2015, vous coordonnez avec Kevin Levillain la chaire Théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment avec Armand Astuel, le livre Refonder l'entreprise. Et vous êtes par ailleurs membre du comité de mission de la Maïf et de Mirova. J'ai fait plus court que ce que je devais, mais comme ça, je te laisse la parole, Blanche, pour nous expliquer du point de vue de la recherche pourquoi ce décalage vers l'Europe est intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors, bon, c'est un grand honneur d'être là. Je veux dire que non seulement la salle est intimidante, mais c'est vrai que quand on regarde d'où on est parti il y a 3 ans, donc quasiment jour pour jour, en 2018, dans cette conférence aux mines, pour lancer la communauté des entreprises à mission, on est franchement assez subjugué de la vitalité de la communauté, de la richesse des exposés. Et du coup, j'ai l'impression que tout a été dit. Donc, alors, du point de vue de la recherche, une première remarque, et notamment pour rebondir un peu sur les échanges qu'il y a eu, quand on essaye de comprendre dans quel moment on se situe pour parler du déplacement de la société à mission au niveau européen, on voit qu'on est quand même dans un moment très particulier, puisque à la fois d'un côté, on voit bien qu'il y a un contexte de crise, à la fois sanitaire, écologique et autres, qui fait qu'il y a un appel à une action publique, législative ou autre, important, et puis de l'autre côté, il y a quand même cette prise de conscience aujourd'hui très sensible, très nette, qu'on est face à la puissance des entreprises, une puissance qui fait par beaucoup d'aspects peur, quand on pense au GAFA ou au numérique, et en même temps, clairement, pour adresser les questions des crises, la société et la puissance d'action de l'entreprise est aujourd'hui une voie qui est assez incontournable. Et donc, c'est bien ça qui se joue aujourd'hui et qui n'est pas tout à fait la même situation qu'il y a quelques années quand on posait la question au départ de la société à objet social étendu, comme on l'appelait, parce que c'est l'articulation entre l'action de l'entreprise et de l'État, et d'une certaine manière, c'est là l'écho aussi que trouve la société à mission aujourd'hui dans ce débat, qui propose, alors on l'a entendu, avec plein de concepts comme la souveraineté sanitaire et autres, où l'entreprise peut se positionner dans cette articulation nouvelle, et avec un mode d'intervention de l'État très particulier, puisque ça n'est plus simplement une forme de réglementation classique, non plus la RSE classique, mais une forme de réglementation très atypique, de création d'une nouvelle forme de société. Alors, toujours dans cette perspective de l'Union européenne, je vais me borner à quelques remarques assez simples du point de vue de la recherche, et notamment en essayant de se demander qu'est-ce qu'on a appris des premières expériences, même si elles sont encore très courtes au niveau français, pour préparer la suite. En fait, c'est assez paradoxal pour nous en tant que chercheurs, parce que la société à mission, elle est née d'une rupture théorique. En gros, l'idée, c'était de dire il va falloir changer le droit, parce que le droit ne connaît pas l'entreprise. En fait, il y a la société anonyme, mais l'entreprise, ça n'est pas que la société anonyme, c'est une forme d'action collective extrêmement particulière qui vise justement à transformer le monde. Ça a été pas mal évoqué ici. Et ça, aujourd'hui, avant la société à mission, ça n'est pas reconnu ni protégé dans le droit. Et donc, il fallait un cadre pour ça. Et on aurait pu se dire, voilà, une fois que c'est passé dans le droit, la recherche, d'une certaine manière, s'arrête. C'est pas du tout le cas. Au contraire, il y a de nombreuses questions qui n'arrêtent pas de se poser, comme Alain déjà l'a dit. Et la communauté, d'ailleurs, s'est dotée d'un conseil scientifique avec de nombreux chercheurs de différentes institutions, et puis aussi de tout un réseau, au-delà du conseil scientifique, d'acteurs, chercheurs, experts qui sont d'ailleurs pas mal mobilisés dans les différents groupes de travail. Et alors, avec un enjeu très important qu'on comprend très bien, c'est il va falloir montrer quel est l'impact dans les pratiques, comment est-ce que ça transforme les modes de management, les équilibres en termes de gouvernance, et notamment quel type de marqueurs il faut trouver pour décrire effectivement le phénomène que ça provoque, et qui ne seront pas forcément perceptibles dans les cadres classiques. Bon, alors ça en fait, on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui, donc j'ai plutôt en fait m'appuyer sur 2 éléments qui me semblent aujourd'hui assez tangibles et sur lesquels on peut construire pour la suite. Là encore, des éléments assez factuels, mais le premier, c'est que en fait, la société à mission aujourd'hui nous permet en fait de poser une forme de regard, c'est un prisme d'analyse pour la variété des formes d'entreprise qui existaient déjà. On avait anticipé que la société à mission allait rediscuter le clivage entre d'un côté le non-for-profit et de l'autre côté le for-profit.
mais on pouvait en fait craindre que ça introduise une nouvelle catégorie de société et donc de nouveaux clivages avec les autres. Or, ce n'est pas le cas. En fait, ce qu'on observe, et notamment les témoignages qui ont été là aujourd'hui, c'est qu'il y a des coopératives, des mutuelles et autres, qui en fait, alors, deux choses, d'une part, peuvent être relues. En fait, on peut relire l'histoire de ces formes particulières comme des formes d'entreprises engagées qui se sont dotées de missions spécifiques. Par exemple, les coopératives, il y avait cette mission d'émancipation par le travail, avec des schémas de gouvernance particuliers. Donc on peut les relire dans un cadre plus large. Et en même temps, aujourd'hui, ce cadre se trouve enrichi dès lors que certaines de ces coopératives ou de mutuelles viennent aussi en plus adopter le statut d'entreprise à mission en se disant il y a d'autres parties prenantes envers lesquelles on veut prendre des engagements. Et du coup, on voit non pas en fait des clivages, mais en fait une forme de paysage qui s'enrichit. La société à mission permet de relire, d'enrichir et d'hybrider les formes classiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir construire pour la suite au niveau européen. Le deuxième élément qui me semble en fait important et à souligner, mais très différent, c'est qu'on voit aujourd'hui très clairement que l'hypothèse que la société à mission peut être un levier pour gérer les transitions auxquelles on doit faire face aujourd'hui est plutôt confirmée. Alors on l'observe d'abord très pragmatiquement parce que en fait, la société à mission est d'abord souvent mobilisée par des entreprises dans des domaines qui ont à connaître de profondes mutations. On a parlé de l'agriculture, de la santé et autres. Et puis surtout, on constate que parmi les entreprises qui adoptent ce statut, en fait, la plupart d'entre elles, certaines sont bicorp déjà, donc la plupart d'entre elles sont déjà très engagées d'un point de vue de la RSE, elles sont déjà conformes aux standards les plus exigeants en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et si elles adoptent le statut de société à mission, ce n'est pas parce qu'elles ont besoin d'objectiver le fait qu'elles respectent les bonnes pratiques ou qu'elles sont au top des bonnes pratiques. C'est parce qu'en fait, elles sont face à des dilemmes, des enjeux qui vont nécessiter des innovations considérables et pour lesquels les solutions ne sont pas préexistantes. Et donc, on a bien là un dispositif qui fait qu'elles vont mettre au cœur de leurs préoccupations stratégiques une réflexion sur l'exploration de nouvelles solutions et non pas simplement l'application de standards qui pourraient être déployés de manière uniforme sur plusieurs entreprises. Et donc ce levier en fait d'exploration des solutions, c'est ça aussi qui fait en fait aujourd'hui l'originalité de la société à mission dans le paysage. Alors du coup, pour la suite, quelques perspectives, en tout cas encore une fois du point de vue de la recherche. Le premier élément, et ça Armand insiste souvent là-dessus, et je pense qu'il a tout à fait raison, c'est qu'il va falloir revenir en fait sur la question de l'enseignement. Et la loi, maintenant qu'elle est passée, elle nous aide quand même beaucoup là-dessus. Le rapport Rocher, d'ailleurs, insistait aussi, en insistant sur, soulignait le fait qu'on avait besoin de sensibiliser, notamment les entreprises, les PME, etc., et que la communauté pouvait jouer un rôle important là-dessus. Mais au-delà, en fait, de la sensibilisation et de la formation des entrepreneurs, c'est aussi plus généralement l'ensemble du tissu social qu'il faut former, et il faut former à la variété de toutes les variétés d'entreprises, y compris les plus récentes, dont l'entreprise à mission. Et alors, il y a plein d'éléments qui permettent aujourd'hui de le faire, notamment par exemple le fait que des écoles soient devenues des sociétés à mission, des écoles de management, ça va pouvoir accélérer le mouvement. Mais en fait, il nous semble qu'aujourd'hui, il ne pourra pas y avoir de mouvement d'ensemble, et notamment au niveau européen, s'il n'y a pas en fait de changement dans la manière dont on parle de l'entreprise, dont on enseigne ce que c'est, et s'il n'y a pas des transformations dans les corpus universitaires, voire scolaires, de ce qu'est l'entreprise. Et là-dessus, on peut s'appuyer encore une fois sur la loi pour expliciter à la fois ses fondements et ses implications, les nouvelles formes d'entreprise que ça génère au niveau européen. Et ensuite, il y a des efforts de recherche considérables à mener, et nous, on est en train de structurer, Kevin l'a un peu mentionné, un réseau de recherche au niveau international, mais surtout européen, parce qu'il faut évidemment discuter de la variété des formes. Et comme je disais, aujourd'hui, la société à mission, de la même manière qu'on peut rediscuter les coopératives, les mutuelles, etc., il me semble qu'aujourd'hui, on est mieux armé pour aller discuter la variété des formes, par exemple les fondations scandinaves ou les formes italiennes, et avec toujours cette idée que voilà, la société à mission propose un cadre général qui permet aussi de à la fois valoriser,
rendre compte de la spécificité de chacune des formes, mais aussi potentiellement de les hybrider et de réfléchir à des schémas nouveaux. Enfin, dernier point en fait qui me semble important pour la suite, et je m'arrêterai là, c'est qu'au-delà de toutes les spécificités réglementaires de chacun des pays, la société à mission manifestement permet de proposer un outil à la fois fédérateur et différenciant au niveau européen, ça a été évoqué, parce que finalement l'Europe a toujours été assez novatrice en termes de progrès social et environnemental. Elle a des exigences réglementaires parmi les plus élevées en la matière. Or là, la société à mission peut jouer à deux niveaux. D'une part, si l'Europe propose des nouveaux standards, en fait, plus il y a de sociétés à mission, plus les standards vont pouvoir être déployés et contrôlés. En fait, la société à mission peut être un outil décentralisé de gouvernement des standards à chaque niveau, puisqu'il y a un comité de mission qui va suivre et permettre, en fait, la déclinaison et le suivi de ces standards. Mais la société à mission fait beaucoup plus, puisque, en fait, aujourd'hui, quel que soit le standard, un standard ne peut pas épuiser pour une entreprise donnée la complexité de son écosystème, de l'impact de son activité et donc des enjeux qu'elle a, elle, à prendre à son niveau, et notamment des enjeux d'innovation. Et c'est là que la société à mission, si elle propose un levier d'innovation sociale et environnementale, elle peut effectivement proposer un outil plutôt pour que l'Europe reste à l'avant-garde du progrès social et environnemental. Merci beaucoup, Blanche. Merci.